sont nés depuis l'Antiquité. Et à partir même de l'étymologie que M. Thiam vient de donner, on vous a dit en classe certainement que poésie vient du grec poien, qui signifie créer, fabriquer, transformer. Et du coup, la première fonction de la poésie, c'est la fonction esthétique. Pourquoi? Parce que la matière de base de tout poète, c'est le mot, le verbe poétique, je veux dire, le langage. Et attention à langage, c'est une faute aussi que, une fois arrivé à ce mot, je fais la différence entre langage et language. Ne mettez pas le U. Langage, en français, n'a pas de U. C'est une faute élémentaire pour les correcteurs, puisque vous vous apprêtez à un examen. Donc, il faut éviter la faute. Le poète, on dira, est un esthéticien. Pourquoi? Parce qu'il va travailler la matière verbale afin d'arriver à ses fins. Et là, quel que soit le piège, si on vous dit, vous direz quelle est la fonction principale ou la fonction primaire ou la fonction la plus originale de la poésie, si vous ne l'avez pas encore évoquée dans les parties suivantes, toujours c'est la fonction esthétique. Car le poète est avant tout un magicien du verbe. Le poète est avant tout un technicien du mot, avant maintenant d'utiliser les mots pour résoudre d'autres mots, avec donc c'est-à-dire les mots comme problème. Et là, à partir donc de la naissance même, on vous a donné une première naissance, c'est l'étymologie grecque, mais aussi, on vous a dit aussi que la poésie est née sous le signe des dieux. On vous a donné 3 dieux. Apollon, le dieu de la beauté et des arts, le dieu des solutions en même temps. Donc Dionysos, le dieu du vent et de la folie, et Orphée, le dieu de la beauté. À partir de ces 3 dieux, toutes les fonctions de la poésie peuvent être révélées. Quand on dit que Apollon, c'est le dieu des solutions, donc la poésie d'Apollon va servir à apporter des solutions, à éveiller les consciences, mais aussi à dénoncer, à critiquer, ainsi de suite. La poésie de Dionysos, c'est-à-dire la poésie dionysiaque, puisqu'on a dit c'est le dieu de la folie et du vent. La folie, les fous, donc si je peux m'exprimer ainsi, nous ne sommes pas dans le même monde. On peut dire qu'ils sont dans un autre monde. Ce qui veut dire que puisqu'ils sont dans un autre monde, c'est une poésie qui va servir à rêver, à s'évader, à donc découvrir d'autres mondes. Et là, à partir de cela, vous aurez la poésie évasive, mais aussi cette poésie qui cherchera à déchiffrer l'inconnu, comme la poésie symboliste. On vous a dit que les poètes symbolistes sont appelés les poètes maudits. Pourquoi? Parce qu'ils sont incompris par la société. Ils cherchent à interpréter ou bien à chercher derrière chaque chose une autre réalité. C'est pourquoi ils étaient incompris par la société. Et leur poésie aussi est une poésie qui est un peu, donc qui cache un mystère. Et pour y accéder, il faut déchiffrer. On a aussi Orphée. On a dit Orphée, donc sa poésie va servir à dire son monde. Donc on vous a dit qu'Orphée utilisait un instrument qu'on appelle la lyre, d'où lyrique, l'adjectif lyrique. C'est pourquoi quand on parle donc de poésie lyrique, on fait allusion à cet instrument dont se servait Orphée pour chanter, donc ainsi de suite, c'est-à-dire pour composer. Et là, comme M. Thiam l'a déjà dit, la poésie peut jouer d'autres fonctions. Mais ce qu'il faut retenir, la première fonction, c'est la fonction esthétique. Qu'est-ce que la fonction esthétique? C'est cette fonction qui permet au poète de travailler les mots, de manipuler le langage, de déranger la phrase ou bien le vers, mais aussi de ressortir la beauté des mots. Pourquoi? Parce que la poésie est un ornement, la poésie est un embellissement, la poésie est un artisanat du vers. Et le poète se veut un artiste, c'est-à-dire un orfèvre qui manipule et manie le langage pour ressortir la beauté. Et là, parfois, je fais la différence entre les littéraires et les scientifiques. Donc, il y a donc un scientifique qui a écrit une phrase. Il y avait un aveugle qui avait l'habitude de donner de l'aumône. Il se mettait toujours sur la rue. Mais qu'est-ce que le scientifique avait écrit sur le tableau? Aveugle de naissance. C'était la phrase qu'il avait écrite. Les gens passaient sans pour autant que la phrase les attire. Aveugle de naissance, c'est une phrase qui est ordinaire. Personne donc ne prenait en compte cet aveugle parce qu'il a utilisé cette phrase.
Quand le poète est venu, le littéraire, il a renversé le tableau. Et qu'est-ce qu'il a mis? Le printemps va venir et je ne le verrai pas. Et si vous vous référez à cette saison, le printemps, c'est la saison la plus belle. C'est la saison où les fleurs vont commencer à fleurir, pour donc utiliser une figure de style. Mais aussi, c'est là où la nature va rajeunir. L'aveugle, qu'est-ce qu'il regrette? Il ne regrette pas le fait d'être aveugle, mais qu'est-ce qu'il regrette? Le fait que cette belle saison va passer et il n'aura pas l'occasion de contempler la beauté de la nature. Et là, les passants lui ont donné beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que c'est la phrase poétique qui a attiré plus donc de passants que cette phrase ordinaire qui a été écrite par un scientifique, entre guillemets, puisque j'ai l'habitude donc de faire la confrontation entre littérature et scientifique. Donc c'est pour montrer que le poète a ce qu'on appelle, il a un pouvoir sur les mots. Il peut changer le langage ordinaire en un langage extraordinaire. Il peut transformer ce qui est laid en beauté. C'est pourquoi même Charles Baudelaire vous disait, tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or. Et là aussi, pour montrer que c'est sa première fonction, Charles Baudelaire aussi, dans notre nouvelle sur Edgar Allan Poe, déclare, je cite, « La poésie n'a d'autre but qu'elle-même. Elle ne peut en avoir d'autre. Et aucun poème ne sera si grand, si noble, si digne du nom de poème que celui qui aurait été écrit pour le simple plaisir d'écrire un poème. » Ça suppose que la poésie doit être désintéressée de ce qui est utile, car pour ces gens, toute poésie qui s'implique dans les affaires de la communauté ne mérite pas d'être appelée poésie. Et là aussi, la poésie, en dehors de cela, n'oubliez pas qu'à partir même de cette fonction, le poète va se servir de ces mêmes mots, après avoir exalté la beauté, pour maintenant remplir d'autres fonctions. Le poète est un être lyrique. Pourquoi? Parce que la poésie est une exaltation des ondulations du cœur. Et là aussi, automatiquement, quand on le dit, il faut encore faire savoir aux élèves que ce n'est pas seulement la poésie lyrique ou bien la poésie romantique qui a servi à exprimer les sentiments personnels. Non, la poésie a été lyrique pratiquement depuis l'Antiquité avec Orphée. L'humanisme aussi avec Ronsard, vous avez des poèmes qui sont lyriques. La poésie aussi peut jouer une fonction dénonciative. Pourquoi? Parce que le poète est un révolté. Le poète aussi est un être qui est engagé dans sa société et il est prêt toujours à porter ou bien à apporter le salut à son peuple, surtout quand ces derniers sont opprimés. La poésie aussi est une entreprise didactique qui vise à réformer la nature humaine, c'est-à-dire la poésie livre des leçons de morale, la poésie sensibilise, la poésie rectifie la nature humaine en blâmant les défauts de l'homme. La poésie aussi joue une fonction évasive. Pourquoi? Parce que le poète est un rêveur. Déjà Platon, pour faire allusion à la philosophie, disait « Les poètes doivent être chassés de la cité ». Pourquoi? Parce que puisque le poète est un rêveur, le poète n'a aucune importance dans la société. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les chasser de la cité. Le poète aussi est un voyant. Quand je dis voyant, c'est parce que le poète a la possibilité de lire l'avenir. Le poète a la possibilité de maîtriser le temps et l'espace. Pierre de Ronsard, quand l'homme est touché par la création poétique, disait-il, il devient prophète. Le poète a toujours été un voyant. Et là, si vous prenez le dernier livre de Victor Hugo, dans les contemplations, c'est-à-dire au bord de l'infini, vous verrez que Victor Hugo est en train de communiquer avec des êtres extraordinaires, avec des esprits. Donc là, c'est pour montrer que le poète n'est pas un être ordinaire. Il peut l'être, mais aussi il peut devenir un être extraordinaire et selon les circonstances. C'est pourquoi les poètes vont remplir plusieurs fonctions, mais chacun selon les aspirations et les attentes de son peuple. Donc, pour résumer ou pour synthétiser, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport. Machallah. Machallah, juste on va faire une petite comparaison entre le roman et la poésie. Donc, le roman, vous retenez bien, c'est un texte narratif. Le romancier va raconter une histoire d'où les différentes formes de focalisation. Et le roman est écrit en prose. Donc, on a le plus souvent la présence d'un narrateur. Ce narrateur peut être interne, externe ou on aura une focalisation zéro.
Et le roman peut remplir différentes fonctions, comme celui de conscientiser, de dénoncer, d'informer, de fournir des connaissances, etc. Mais aussi de distraire, qui est la véritable fonction du roman. Mais avec la poésie peut être écrite en vers, mais aussi en prose. Et dans la poésie, on ne parlera pas de paragraphes comme dans le roman, mais on va parler de strophes. Dans la poésie, on aura des vers, on aura des rimes et on aura des rythmes. Et la poésie, il s'agit un peu d'émouvoir, il s'agit de dénoncer, il s'agit d'informer. Comme M. Thiam et Mme Ndior l'ont dit, il s'agit de dire son monde avec Orphée, dire le monde avec Apollon et dire d'autres